j'étais petit, moi je voulais devenir astronaute, mais bon, je pense que je suis loin de là aujourd'hui. Oui, je voulais être archéologue. Riche, mais c'est pas le cas. Je veux être pâtissière. C'est toujours un projet que j'ai en cours. Moi personnellement, je pense que je vais chercher à être heureux dans mon travail et puis j'espère que ce sera le cas. Si tu fais un boulot mais que t'es pas heureux, ça sert à rien parce que tu vas pas t'épanouir. En fait, ça va te saouler et tu vas le faire sans vraiment le faire. Moi, ce qui me gêne le plus dans le travail aujourd'hui, c'est la pression qui est mise à tous les niveaux, quoi. Ah oui, je pense que si on peut concilier sa passion avec le travail, c'est le but ultime de tout un chacun. Essentiel pour certains, alimentaire pour d'autres, au moment où le gouvernement réforme les règles du jeu, quel rapport les Français entretiennent-ils avec le travail? Peut-on être heureux dans son boulot? Dans cette émission, nous donnerons la parole à Olivier qui a troqué son costume de cadre pour le bleu de travail, Arnaud, chef d'entreprise victime d'un burn-out, et Charlotte qui a la lourde charge de rendre heureux les salariés. Caméra, je vais t'avoir cette fois-ci. Bonjour, je m'appelle Ahmed Miri, j'ai 34 ans, je suis fondateur et CEO de Travelcar. On fait le clap. Travelcar est une start-up de location de voitures entre voyageurs. Avant, j'étais salarié, j'ai travaillé pendant 6 ans en sécurité informatique. Parce que personne n'a fait le clap, c'est quoi? Le travail pour moi se résume en 2 mots, la passion et l'ambition. Bienvenue chez Travelcar. J'ai rien oublié, c'est vrai? J'ai rien oublié? Ahmed, vous avez 34 ans. Est-ce que vous imaginiez un jour devenir chef d'entreprise? Oui, je pense que je l'ai toujours imaginé. J'ai pris d'autres chemins en parallèle pour y arriver. Mais oui, depuis le début, je pensais que j'étais fait pour avoir ma propre entreprise et avoir mes propres idées. Être patron de start-up, c'est être un patron comme tous les autres? J'aime pas trop le mot patron. En fait, il y a le patron, il y a le leader. Entre guillemets, moi, je préfère le rôle d'un leader ou quelqu'un qui accompagne ses équipes que plutôt quelqu'un qui les dirige. Ça aurait été possible, finalement, pour vous, aussi facilement de devenir patron il y a 20 ans? Le digital rend les choses plus accessibles à n'importe quelle personne. On peut lancer n'importe quelle entreprise avec des petites économies et en faire quelque chose de très grand plus tard, oui. Beaucoup plus facilement qu'avant. Alors justement, vous dites, rien n'est impossible, tout est question de travail. Je dis souvent ça aux jeunes, je leur ai dit, regardez, moi je m'appelle Ahmed, je suis tunisien d'origine, j'ai fait toutes mes études dans une petite ville en Tunisie, j'ai jamais été dans de grandes écoles, et j'ai réussi quelque part à le faire. Alors, il n'y a rien qui empêche d'autres de faire pareil que moi. Ahmed, je vous propose maintenant d'aller à la rencontre de personnes qui ont changé de travail. Certains l'ont provoqué, d'autres non. C'est l'heure de Regard croisé. « 25 ans à tutoyer les cieux. Olivier a participé à la conception du Rafale, du Mirage 2000, de l'A340 et même du mythique A380. Ingénieur aéronautique, un métier rare, prestigieux, qui fait rêver. Voilà, je suis là, en costume cravate. Là, on recevait... Oui, il y avait un peu tout le monde, là. Il y avait toute l'équipe de Dassault pour le Rafale. Et là, c'était Hercel, les inverseurs de poussée, sous-traitance de Safran. Tout ce petit monde, ça pesait quand même plusieurs millions de dollars. Et moi au milieu, accueillant, voilà. Les années passent et le costume endossé devient de plus en plus inconfortable pour Olivier. Quand j'étais au cœur comme ça de mon métier, dans l'aéronautique, en costume cravate, à défendre comme ça devant 15-20 personnes, de la SNECMA ou d'Airbus, avec mon PowerPoint, avec mes collègues américains qui m'écoutaient, dans un beau costume. Mais quand je rentrais, que ce soit à l'hôtel le soir ou autre, voilà, je me disais, c'est pas toi, ce n'est pas toi. Moi, je sais que je ne suis bien que avec un jean abîmé, les mains calleuses remplies de ciment. À 53 ans enfin, il décide de changer de métier pour faire celui qu'il a toujours voulu faire, ébéniste. 6 mois de formation intensive dans un CAP d'excellence,
Il boit alors les paroles du compagnon du devoir qui lui apprend le travail de sa nouvelle vie. Les premiers jours, là, quand j'ai démarré ce stage, je prenais en photo et j'envoyais ça à ma femme. Je fais « Mais tu sais que je suis heureux, là? Tu sais que je suis heureux ?» Elle était morte de rire parce que je crois que j'avais jamais écrit ça depuis des années. Et je peux pas dire, j'avais l'impression de renaître, j'avais l'impression de naître. J'étais là avec mon petit bout de bois, là, comme ils sont tous là, à apprendre les gestes, à prendre mon ciseau, à faire mon premier copeau. Il y avait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Hein. C'était un moment de plénitude où j'étais là, je suis à ma place. Ça y est, c'est là, j'y suis. Pour Isaac, sa place à lui, il y a 15 ans, était encore de l'autre côté du canal de la Deule. Donc là, on est où, Isaac? Devant l'ancien site de Métal Europe, dont il ne reste quasiment rien. En 2003, comme 829 autres personnes, Isaac est poussé vers la sortie. Une rupture qu'il n'avait pas choisie, comme ce métier pris en héritage, lui qui avait entamé des études d'histoire. J'avais l'impression de poursuivre une vieille tradition régionale du travail laborieux, mais heureux, entre guillemets. Donner de sa sueur pour sortir du produit de bonne qualité, de très bonne qualité même. Après le plan social, il enchaîne les formations et les petits boulots. Il fait partie aujourd'hui des 36 employés de la mairie de Courcelles-lès-Lens. 20 heures par semaine et quelques centaines d'euros, dans l'espoir de se payer une nouvelle formation. Une vie professionnelle en pointillé, une réalité à laquelle il a bien fallu s'adapter. Je pense que ça va être de plus en plus nécessaire. Il n'y a plus d'entreprises qui peuvent garantir un emploi durable sur toute une vie, je pense. Surtout à l'heure actuelle. Quand on voit la vitesse à laquelle on peut licencier pour des raisons que l'on dit économiques. Bon ben voilà, je viens de faire mon premier acte de menuisier. Je suis allé dans une scierie, acheter ma première pièce de bois, c'est du chêne. Voilà, alors je viens de la fixer sur le toit de la voiture. Comme Olivier, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir donner du sens à leur activité. C'est la réunion des reconvertis là? Oui, on est en plein dedans là. Vous faisiez quoi avant? J'étais dans le graphisme, j'étais directeur artistique en communication, orienté web. Et vous? Moi de mon côté, j'étais chef de projet dans l'informatique. Mais franchir le pas n'est pas chose aisée. Moi j'ai découvert quelque chose qui est se mettre en danger. Et se mettre en danger, c'est sortir de son confort, c'est-à-dire accepter de sortir de sa zone de confort. Et moi j'y ai été trop longtemps, j'ai utilisé le mot, je me suis nécrosé, et j'ai l'impression de réapprendre à marcher. J'ai l'impression que je vais démarrer le premier jour du reste de ma vie. Alors je l'ai piqué à un titre de film, mais c'est exactement ça. À Courcelles-lès-Lens, après 2 heures de travail, le muret du cimetière est décapé. Et si pour Olivier le travail est un moyen de s'accomplir, pour Isaac, l'enjeu est ailleurs. Le travail. Avant tout, c'est un moyen d'exister parce que sans travail, on n'a rien. C'est une façon d'exister avec les autres également. Dans le coin, il n'y a pas si longtemps que ça, la vie tournait autour de l'usine et de la métallurgie. L'association Cœur de Fondeur a vu le jour en 2003, au moment de la fermeture du site. Elle existe encore et Isaac y retourne parfois pour prendre des nouvelles des anciens de Métal Europe. Déjà vu ces photos-là? J'ai déjà montré. Ouvrier métallurgiste, chauffeur, livreur, jardinier. À 49 ans, Isaac aura tout fait dans sa vie, mais pas encore le métier de ses rêves. Qu'est-ce qui est difficile dans le travail alors? De le trouver le bon travail. Mais le plus dur, c'est d'atteindre ses objectifs, ses rêves. Un jour peut-être, Isaac deviendra formateur pour adultes. Je suis en train de me former sur SketchUp, qui est un logiciel qui permet de dessiner et de modéliser des exemples ou des épures, des prototypes de meubles qu'on peut avoir en tête. Bientôt, Olivier réalisera ses premiers objets, des lampes design. La concrétisation d'un projet. Financièrement, je peux m'offrir ce luxe de tenter cette nouvelle vie. Et ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel.
Et j'en suis parfaitement conscient. Conscient qu'avec le soutien de sa femme et de ses 2 fils, démarrer une seconde vie professionnelle est devenu envisageable et qu'il peut désormais concilier le bonheur et le travail. Ahmed, on vient de le voir, entre un cadre supérieur qui décide de changer de vie et des salariés qui subissent, il y a tout un monde finalement. Est-ce que c'est pas un peu rapide de dire qu'aujourd'hui, c'est facile de changer de vie professionnelle ? Je pense que c'est plus facile pour ceux qui le choisissent que pour ceux qui le subissent. Parce que ceux qui le choisissent, ils ont cette envie, cette volonté, du coup ils vont faire plus d'efforts que les autres. Mais dans l'absolu, il n'y a rien qui soit facile. Sortir de sa zone de confort, aller faire autre chose, découvrir d'autres secteurs, ça nécessite de l'énergie et ça nécessite de la volonté. Et l'humain, par défaut, il va chercher un peu ce côté un peu rassurant, où il maîtrise, où il connaît, il a développé une expertise et il pense, à tort, pour moi, que c'est compliqué de faire autre chose, ou c'est compliqué, ou ce sera une perte de temps d'aller explorer d'autres sujets, or que c'est faux. Vous avez connu les 2 faces du monde du travail, salarié puis patron. En devenant chef d'entreprise, votre regard a changé? Quand j'étais salarié, j'avais énormément d'a priori sur le rôle du patron. On reçoit un peu, pas des ordres, mais des indications, des choses à suivre, des objectifs à atteindre. Ce qui fait qu'on a l'impression, je me rappelle quand j'étais salarié, que finalement ce sont les salariés qui font tout et que lui, il ne fait rien. Parfois, je trouvais que c'était un peu abusé, qu'on le voyait très peu, qu'il n'est jamais là, quand il est là, il est en train de prendre des cafés ou il est en train de faire des déjeuners. Et on a l'impression que c'est pas du boulot, ça, c'est pas un vrai rôle. Mais bon, les choses ont changé quand j'ai... Et vous êtes devenu chef d'entreprise? Quand je suis devenu chef d'entreprise, et à ce moment-là, j'ai dit, si je le savais, je l'aurais respecté peut-être 20 fois plus. Moi, j'ai vu rarement de méchants patrons, et je pense qu'on devient un peu méchant aussi parce qu'on est trop contraint. Aujourd'hui, en France, le droit du travail évolue vers plus de flexibilité. Selon Emmanuel Macron, il était urgent de le réformer parce qu'aujourd'hui, on passerait de moins en moins de temps dans la même entreprise. Vrai ou faux? Réponse en images, c'est l'heure de certifier conforme. À en croire le président, travailler dans la même boîte toute sa vie, c'est fini. Depuis les années 1980, c'est vrai, la tendance est à la mobilité. Et du coup, nous sommes 56% des actifs à déjà avoir changé de métier ou de secteur d'activité dans notre carrière. Mais derrière ce chiffre se cache surtout une reconversion professionnelle subie, puisque ce changement intervient à une grande majorité après une rupture de contrat, à la fin d'un contrat ou suite à un licenciement. Mais ce mouvement concerne-t-il tout le monde? Vivons-nous tous plusieurs vies dans notre vie? Eh bien non. Le changement concerne beaucoup moins les fonctionnaires, les professions très qualifiées ou encore les agriculteurs. Ce sont les ouvriers, à 66%, suivis des employés qui sont amenés à changer de boulot. En tête des reconvertis, on trouve surtout des demandeurs d'emploi, puisque 72% des chômeurs changent de voie. Mais n'allez pas croire pour autant que les contrats courts sont la norme. Le CDI en France reste ultra majoritaire. 86% des contrats de travail sont à durée indéterminée, ce qui représente tout de même 18 millions de personnes. Tout semble pourtant en train de changer puisque de plus en plus d'embauches se font aujourd'hui en CDD. C'est aujourd'hui le moyen le plus courant de décrocher un travail. 9 embauches sur 10 se font actuellement soit en CDD, soit en intérim. Alors Emmanuel Macron a plutôt raison, même s'il anticipe un peu en disant que le travail dans la même entreprise est révolu. On vient de le voir, si les reconversions professionnelles sont en constante augmentation, on reste encore longtemps aujourd'hui dans la même entreprise. Est-ce que c'est une bonne chose? Si on évolue, oui, ça pourrait être une bonne chose, mais je pense que pour la formation, pour la culture générale, pour la découverte de ce qui se passe autour de soi, on ne doit pas aller peut-être 5-6 ans dans une entreprise et après il faut bouger. Sinon on s'habitue trop en fait. Et si on s'habitue trop à faire ce qu'on fait, c'est qu'on n'apprend plus, c'est qu'on n'évolue plus et c'est qu'on fait moins bien les choses qu'avant. Et ce n'est ni bien pour l'entreprise, ni bien pour le salarié. Dans votre entreprise, vos salariés sont jeunes, et même plutôt très jeunes, moyenne d'âge 30 ans. Ces jeunes salariés, ils ont le même rapport au travail que les précédentes générations? Leur rêve à eux, c'est d'aller à la découverte du monde, à aller voyager, avoir des petits boulots.
Et ils disent, tiens, si avec les petits boulots, je peux aller voyager, rencontrer les gens, découvrir le monde, pourquoi subir cette contrainte qui est le travail pour le faire? Et ils vont aller, et c'est pour cette raison qu'ils sont moins engagés vis-à-vis de l'entreprise, parce que l'entreprise en soi, ce n'est pas un objectif, c'est un moyen pour atteindre l'épanouissement. Alors, c'est sans aucun doute la maladie professionnelle du 21e siècle. Il s'agit du burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel. 3 millions de Français seraient concernés. Pour en parler, je vous propose d'aller à la rencontre d'Arnaud Dupuis, un ancien chef d'entreprise qui un jour n'a pas réussi à se lever pour aller travailler. On regarde. Il y a 15 ans, Arnaud était dirigeant d'une grande entreprise. Sous ses ordres, 600 personnes. En 2003, la société connaît de grandes difficultés. Il faut restructurer et licencier des centaines de personnes. Arnaud fait le job, mais il va y laisser sa santé. Un matin, j'ai voulu me lever et je demandais à mes jambes et mes bras de bouger et ils ne faisaient rien du tout. J'étais complètement... j'avais disjoncté, déconnecté entre mon corps et mon esprit. Impossible de me lever et d'aller au travail. Je suis allé jusqu'au burn-out et l'épuisement. Son corps et son esprit ne lui répondent plus. Pendant 4 mois, Arnaud va rester cloîtré chez lui. Je restais allongé soit dans mon lit, soit sur le divan, incapable de lire, sans capacité de concentration. Petit à petit, au fur et à mesure des jours, j'ai commencé comme je suis un manuel et un créatif, j'ai refait du pain, j'ai commencé à écrire. Arnaud a pris des antidépresseurs et entamé des thérapies pour se soigner. Je vais prendre le RER, aller jusqu'au 13e où je vais retrouver un client. Il a désormais un nouveau métier. Il intervient dans les entreprises pour prévenir les situations de burn-out. Car ils sont de plus en plus nombreux à être malades de leur travail. Un tiers des salariés affirment avoir fait un burn-out au cours de leur carrière. Une réalité que constate le professeur Légeron ici, au sein de sa consultation à Sainte-Anne, lui qui se penche sur la question du mal-être au travail depuis plus de 30 ans. Le premier sentiment, c'est que le monde du travail, dans son accélération des changements, des réorganisations, de la pression financière des résultats, met à mal le psychisme humain. Et il y a quelques données qui nous montrent que cela est en montée progressive. Ce qui fait qu'un individu s'épanouit au travail, et donc on entre dans la problématique du bien-être au travail, qui est peut-être celle de l'opposé de l'épuisement au travail, c'est d'abord un individu qui a le sentiment de se réaliser pleinement au travail. Et puis aussi, le sentiment d'être reconnu. Les gens sont prêts à donner beaucoup d'eux-mêmes au travail si en échange il y a de reconnaissance. Et cette reconnaissance n'est pas uniquement monétaire ou financière. Et là, le rôle du management est considérable. Là, je vais aller retrouver un de mes clients pour lui proposer une formation sur la souffrance au travail et la gestion du stress. Petit détour par la Défense, là où se concentrent les entreprises du CAC 40. Arnaud souhaite y enfoncer les portes pour changer les méthodes de management. Je me dis qu'aujourd'hui, c'est important de parler de la fragilité et de l'humain, parce qu'il y a beaucoup trop de brutalité dans le monde de l'entreprise. Voilà. Ce qui est important, c'est d'avoir des personnes comme moi qui vont voir les entreprises et leur proposer des outils pour les sensibiliser à la souffrance au travail. Il y a de quoi faire. Selon la dernière grande étude sur le travail, 25% des salariés partent travailler avec la boule au ventre.
toi, Super, super. Et vous? Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi. T'as grandi, t'as machin? Oui, l'équipe a grandi. On a ouvert une filiale aux US. On est dans 35 pays. Ah oui, donc c'est une multinationale, c'est plus... Ahmed, c'est particulier pour toi de revenir ici. Ça représente quoi ce lieu, la Pépinière 27 hein? C'est un moment oui, assez sympa. Je ne suis pas revenu depuis un moment, depuis quasiment 1 an et demi, voire 2 ans depuis qu'on est parti. C'est là où quelque part Travelcar avait commencé. J'ai commencé ici, j'avais un bureau pour 2 personnes. C'était le premier stagiaire que j'avais à l'époque. Alors Ahmed, on l'a vu, le stress, l'épuisement, la vie professionnelle qui s'accélère de plus en plus. Le burn-out, pour vous ou pour vos salariés, c'est quelque chose que vous redoutez? Oui, c'est quelque chose que je peux redouter. Je pense dans l'absolu, il ne faut pas dire qu'on est à l'abri. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Et malheureusement, quand ça arrive, on ne le voit pas venir. L'objectif d'un chef d'entreprise, c'est que ses salariés ne soient pas la tête dans le guidon, comme on le dit, mais qu'ils soient plus efficaces. Ce qui fait que quand on voit qu'un salarié travaille beaucoup et qui devient du coup moins efficace, on va l'inciter à aller se reposer un peu. Des charges de travail qui s'alourdissent, des exigences de rentabilité de plus en plus fortes. Est-ce qu'on en fait trop? C'est trop, mais après, on n'a pas le choix. Il faut avancer. Et ceux qui disent non, c'est trop, ils arrêtent, ils doivent faire autre chose. Et après, on s'habitue aussi. On s'habitue, c'est comme les guerriers. À chaque combat, ils ne vont pas se dire « Ah oui, ce combat-là, je vais aller le faire un peu doucement, je n'ai pas envie de m'investir. » C'est sa vie qui risque et nous, c'est la vie de l'entreprise qu'on risque. Alors, on y va à fond. Mais plus on apprend, plus on évolue, plus ça devient plus facile. Depuis le 1er janvier, les sociétés de plus de 50 salariés doivent mettre en place le droit à la déconnexion. Ce droit, il existe chez vous? Ça me fait marrer ce genre de sujet, le droit à la déconnexion. Moi, je n'impose à personne de regarder son téléphone 24/24. Et j'ai eu même des réflexions de la part de mes conseils qui me disent « Ah non, on n'envoie pas de mail à minuit ou à 2h du matin ou un samedi ou un dimanche. » Je dis « Mais moi, j'envoie le mail quand je bosse. Personne ne peut conditionner. Quand je travaille à minuit ou à 2h du matin, je m'organise comme je le souhaite. Je ne vois pas pourquoi l'entreprise encore doit avoir une autre chose dans la liste des milliards de choses qu'elle doit respecter. Je ne vois pas. Mais bien évidemment, il a le droit à se déconnecter et c'est important. Pour terminer, Ahmed, je vous propose de vous faire découvrir un tout nouveau poste qui se développe dans les entreprises françaises. Il s'agit du CHO, Chef Happiness Officer. Son objectif, rendre les salariés plus heureux au travail. C'est l'heure de l'idée neuve avec la France des solutions. Madame Marichi? Oui. Bonjour. Bonjour. Très bien, je vais vous déchausser. Ok. On va commencer par la pédicurie, puis on fera la réflexologie dans un second temps. D'accord? Nous ne sommes pas dans un cabinet médical, mais bien dans une grande entreprise. Le siège monde du groupe Sodexo. Ce matin-là, Christine, une des 500 salariés de l'immeuble, s'offre une petite heure de soins des pieds sur son temps de travail. Accueil, conciergerie, Charlotte, t'as quelque chose à relever? Ouais, alors aujourd'hui on a l'animation podologue, donc Samy et Oren ont tout bien installé, nickel. Coucou Lorraine, c'est Charlotte. Sourire accroché aux lèvres, Charlotte est la madame bien-être de l'entreprise. Son poste a été créé il y a 1 an. Sa mission, rendre les salariés heureux. Merci. À plus tard. Il y a 2 choses. Il y a d'une part la conciergerie pure et classique, pressing, cordonnerie, livraison de fleurs, lavage auto, réparation de smartphone. Donc on aide le collaborateur au quotidien, on lui facilite le quotidien. Et l'autre partie, c'est vraiment les événements, où là, on lui apporte plus que de lui faciliter la vie, on lui apporte du bien-être. À la sortie de son rendez-vous, Christine remonte jusqu'à son bureau détendue et enchantée. Elle a payé sa séance 30 à 50% moins cher qu'à l'extérieur. Je ne prends pas forcément le temps le week-end de faire ce genre de choses, donc je dirais que pouvoir le faire pendant, y compris son temps de travail, moi je trouve que, en tout cas, pour moi c'est génial. Ah, c'est bon, il a tout pris. Pressing, bar à ongles, méditation, réflexologie, tournoi de baby-foot ou panier de légumes. Des services quotidiens et une quinzaine d'ateliers par mois. Après, sinon, j'ai les chèques cadeaux, Sodexo. Si beaucoup de salariés se sont au départ demandé à quoi allait bien servir ce poste,
Charlotte semble être devenue indispensable. Alors, Charlotte fait beaucoup de choses, beaucoup d'animations. Moi, personnellement, je viens pour le pressing. Ça me facilite la vie et ma femme m'adore ça. Voilà, 15,60. Merci. Bonjour. Bonjour Charlotte. C'est pour le rendez-vous avec le pédicure? Oui. C'est toujours à 13h? Oui, j'ai bien décalé et vous avez rendez-vous à 13h, c'est bon pour vous. Personnellement, le fait qu'elle ait lancé les ateliers de chiropraxie, moi qui avais toujours mal partout, je suis sortie de la première séance en n'ayant plus mal nulle part. Ça a été une révélation et du coup on travaille mieux. Travailler mieux, c'est bien cela tout l'enjeu. Sodexo et ses 400 000 salariés à travers le monde l'a bien compris. Redorant au passage l'image d'une marque encore exclusivement liée à la restauration collective. L'entreprise a fait du bien-être au travail un véritable levier de performance. Conférence internationale sur la qualité de vie, fondation portée par des salariés bénévoles. Donc comment ça s'est passé la dernière animation? C'était sur quel thème? Alors la dernière animation qu'on a faite, c'était la chiropraxie. Et ça s'est comme d'hab super bien passé parce que... Une stratégie globale qui paye et qu'ici, on assume. Bien sûr, je pense qu'il ne faut pas être hypocrite sur le sujet. Une entreprise, elle met des moyens en espérant un retour sur investissement et des salariés plus heureux, sont plus efficaces, plus détendus et c'est toute l'organisation qui en bénéficie. Quand on est aussi bien dans ses baskets, on a une capacité d'écoute qui est plus importante. Dans un métier comme le nôtre, pouvoir être à l'écoute des attentes de nos clients et de nos consommateurs, c'est juste essentiel. Sur le temps du midi, la Fun Room se remplit. Des salariés plus efficaces, moins souvent absents et plus attachés à leur entreprise. L'histoire d'un monde du travail qui se transforme, tout en restant en quête de performance. Et vous, Ahmed, qu'est-ce que vous faites pour le bonheur de vos salariés? Ce qu'on fait, c'est on ne fait pas trop de rituels, mais on se donne par exemple rendez-vous une fois par mois où on va fêter tous les anniversaires du mois passé, les nouvelles personnes qui ont rejoint l'équipe. Et vous avez quelqu'un qui est dédié à ça chez vous, dans votre entreprise? Tout à fait. On a une personne qui, son rôle est de rendre les gens heureux et elle va aller voir qu'est-ce qui manque pour chacun. Elle va organiser des événements en interne. Elle va essayer de se rapprocher, de discuter avec tout le monde pour voir qu'est-ce qu'elle peut rajouter, à quel moment, pour qui et comment, pour que tout le monde soit épanoui. Plus de bien-être, c'est un salarié plus efficace aussi et plus rentable? Bien évidemment. Déjà, les gens, ils viennent, ils ont cette envie de venir travailler et ça n'a pas de valeur. C'est priceless, comme disent les Américains. Parce qu'il est motivé, il va rayonner quelque part dans l'entreprise, il va donner des ondes positives autour de lui et ça se propage. Pour terminer, vous-même, vous êtes heureux aujourd'hui dans votre travail? Oui, je suis extrêmement heureux. Il y a des hauts et des bas comme pour chaque entrepreneur. Mais on oublie les difficultés. Un entrepreneur par défaut, il est optimiste. Un entrepreneur par défaut, il regarde que les côtés positifs. Et il est un peu naïf aussi. Pour finir cette émission, on a demandé aux Français quelles seraient leurs propositions pour améliorer leur quotidien au travail. On les écoute. Merci beaucoup, Ahmed. Merci à vous. Moi, je pense que ce qui permettrait d'améliorer le bien-être au travail, c'est la possibilité de changer un peu de vie professionnelle plus facilement. Encore plus près de chez moi, encore mieux payé et avec des gens encore plus sympas. Une souplesse au niveau des horaires. Faire du télétravail, faire du home working, là je milite beaucoup pour ça, pour être plus proche de ma famille, de mes amis. Mais plus d'humain, quoi, plus d'humain, une place pour l'humain un peu plus, quoi. Qu'on redonne, qu'on fasse confiance aux gens, il y a des gens qui ont envie de travailler, de se retrousser les manches.